Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Connect 54 intitulé Cybersécurité, quelle stratégie pour les entreprises africaines ? Aujourd'hui, le marché de la cybersécurité représente plus ou moins 150 milliards de dollars. Il est en pleine croissance en Afrique. Les entreprises font face à un certain nombre de défis, tant en termes d'infrastructures que de ressources humaines qualifiées. Pour rappel, il y a quelques années déjà, M. Ginni Rometty, qui était président d'IBM, déclarait en 2015, lors du Forum économique mondial, que la cybersécurité représentait la plus grande menace pour chaque profession, chaque secteur et chaque entreprise. L'an dernier, selon une étude de Kaspersky, l'Afrique aurait perdu l'équivalent de 4,12 milliards de dollars dans les cyberattaques, soit près de 10% du PIB du continent. Autant dire que le sujet est pris très au sérieux. Tout au long des 54 prochaines minutes, nous aborderons les principaux défis en termes de cybersécurité auxquels font face les entreprises africaines et quelles solutions leur sont proposées. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un panel de haut niveau, d'un panel d'experts. Donc, je vais vous présenter tout d'abord Monsieur Eric Ndumba, qui représente le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique du Congo. Monsieur Adnan Ben Aliba, qui représente le groupe Huawei, qui est le vice-président en charge des relations publiques de Huawei Nordem Africa, notre partenaire de ce jour. Monsieur Franquier, qui est consultant en cybersécurité, bien connu sur le continent et bien au-delà. Il est aussi le commissaire général du Cyber Africa Forum, qui vient juste de se tenir à Abidjan. Et enfin, Monsieur Ismaël Zaki, qui représente l'entreprise Kamenki Africa Group, spécialiste des solutions de sécurité pour les entreprises, notamment africaines. Je vous propose de partir tout de suite en République du Congo, rejoindre Monsieur Ndumba. Bonjour Monsieur Ndumba, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, le phénomène, effectivement, des cyberattaques étant en pleine croissance, il n'épargne aucune géographie. De quelle façon, depuis Brazzaville, depuis le Congo, appréhende-t-on ces cybermenaces et avec quelle stratégie peut-on lutter contre ces attaques aujourd'hui, Monsieur Ndumba ? Bien, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour parler ici au nom du ministre des Postes et Télécommunications, qui en réalité devrait prendre la parole ici pour répondre à toutes ces questions. Donc, pour des impératifs d'État, il a choisi de me représenter ici à ce webinaire. Alors, donc, pour ce qui concerne pour revenir, pour chuter directement à votre question, il faut comprendre les enjeux de plusieurs façons. Nous avons le cadre légal et réglementaire, premièrement, des États. Je parlerai ici de cas pratique du Congo, où nous avons compris que pour la croissance économique du pays et pour arriver notre pays au développement de l'économie numérique, il faut mettre un cadre légal en place. Le cadre légal, c'est ce que nous appelons quelquefois aussi le cadre de confiance, parce que ce n'est que sur la base justement de ces textes légaux et réglementaires qu'évidemment on peut mettre en place une véritable stratégie de cybersécurité. Donc ici, au Congo-Brazzaville, nous avons ce cadre qui est évidemment mis en place et nous faisons en sorte que les entreprises privées et même publiques puissent s'aligner aux objectifs de ce cadre légal qui est mis en place. C'est vrai qu'au niveau des entreprises privées, ils ont la possibilité de développer ce qu'on appelle leur propre framework pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité, mais nous avons une stratégie nationale d'abord qui est mise en place sur la cybersécurité. Et donc, nous invitons généralement les entreprises à s'aligner d'abord à cette stratégie avant de développer leur plan de riposte contre les cyberattaques. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu ce que je peux dire pour répondre à votre question. Deux ou trois mots, peut-être, monsieur, quels sont les principaux axes de cette stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité ? Quels sont les prérequis auxquels doivent répondre les entreprises du Congo aujourd'hui ? Bon, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les prérequis, c'est quoi? C'est d'abord, il faut avoir un cadre qui est mis en place.
et c'est ce qui a été fait, un cadre légal et réglementaire. Et à côté de cela, il faut des infrastructures. Et nous, ici, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour classifier des infrastructures critiques. Il y a plusieurs types d'infrastructures critiques, mais nous parlerons ici, dans le cadre de ce webinaire, précisément des infrastructures d'information et de communication, donc des infrastructures numériques. Donc, il faut sécuriser ces infrastructures numériques. À côté des infrastructures numériques, nous avons les services qui passent sur les infrastructures. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en ligne de compte pour justement mettre un cadre de confiance pour la cybersécurité. Très bien, merci pour cette première intervention. Monsieur Ben Alima, alors vous représentez le groupe Huawei qui est très présent sur le continent africain depuis des années. Aujourd'hui, face à l'expansion de la technologie cloud et de l'Internet des objets, les menaces en termes de cybersécurité sont de plus en plus importantes. Quelles sont les principales solutions qui sont proposées par le groupe aujourd'hui pour pouvoir faire face aux cyberattaques, et peut-être quelles sont celles qui sont le plus sollicitées par les entreprises africaines aujourd'hui, Monsieur Ben Alima? Merci Marie-France pour la question. Merci encore une fois pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Alors, vous avez évoqué un point très important. Maintenant, il y a une augmentation généralisée d'utilisation des clouds et cela rentre dans un process plus global, le process de la transformation digitale, qui concerne à peu près tous les secteurs de l'économie, des services des gouvernements et aussi les services fournis pour la vie privée des gens. Donc, cette transformation digitale induit un usage plus important de l'espace virtuel, d'Internet et ces plateformes-là dans lesquelles sont stockées les données. Et justement, les enjeux deviennent de plus en plus importants parce qu'il y a beaucoup plus de data qui transitent, des data qui sont très chères, dans le sens pas pécunier, mais aussi dans le sens important de l'information. Donc, du coup, cette transformation digitale induit donc une meilleure réflexion par rapport au sujet cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est le capital confiance qui lie l'usager au système qu'il utilise, les différents systèmes. Et c'est dans ce sens-là que Huawei donne une importance extrême à ce sujet. D'ailleurs, notre modèle de gouvernance le reflète. La cybersécurité passe avant tous nos intérêts commerciaux. D'accord? Donc, d'ailleurs, même en termes de gouvernance, la cybersécurité, elle est gérée au plus haut niveau à travers un département qui s'appelle GSPO, qui reporte directement au président de Huawei. Alors, pour nous, les choses sont... le sujet il est très important parce que les infrastructures fournies par Huawei un petit peu partout dans le monde elles sont la base de plusieurs réseaux. Il y a plus que 3 milliards de personnes maintenant qui transitent sur des réseaux fournis sur des solutions Huawei. D'accord? Je parlerai de la connectivité, mais aussi je parlerai du cloud parce qu'on est fournisseur du cloud et des centres de données. Donc, du coup, ça nous donne une responsabilité très importante pour sécuriser ces infrastructures. Et cela à travers plusieurs mécanismes parce que nos produits sont conçus, ce qu'on appelle security by design. Donc, l'aspect sécurité, il est implémenté lors de la conception même du produit. Ce n'est pas un module à part qu'on le plug pour dire voilà, on sécurise, mais les produits sont conçus pour être sécurisés dès le début. Et cela grâce à un très grand investissement sur la recherche et développement. Juste quelques chiffres, on a plus que la moitié de notre personnel qui fait que de la recherche et développement, près de 100 000 ingénieurs, d'accord? Et cela représente plus que 20% du chiffre d'affaires de la boîte qui est dédié à la recherche et développement. Autre chose aussi, on focalise énormément sur l'aspect standard parce que la cybersécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule partie, c'est un écosystème, c'est une chaîne de bout en bout et il est important dans ce cas-là de parler le même langage. Donc, du coup, on focalise énormément sur la standardisation et la transparence. Et c'est dans ce sens-là qu'on a ouvert plusieurs centres de transparence à travers le monde dans lesquels tous nos partenaires, nos clients et des parties tierces peuvent venir se plugger sur nos solutions, sur nos produits et faire les tests nécessaires pour des tests d'interopérabilité. Donc, ça, ce sont des actions majeures qu'on fait à peu près à l'échelle internationale et il y a des actions qu'on fait à l'échelle locale
sur ce qu'on appelle les capacity building, c'est sur le facteur humain, parce que la cybersécurité passe essentiellement par ça aussi. Il faut avoir les bonnes personnes, les bonnes ressources humaines pour gérer ce sujet. Et Huawei fait pas mal d'efforts pour donner accès donc aux compétences locales, à avoir accès à ces technologies-là à travers plusieurs programmes de formation que je pourrais détailler tout à l'heure. Très bien, merci. Merci. Alors donc du coup, effectivement, vous déployez des solutions worldwide. Hein, on n'est pas sur des spécificités continentales. Quand même, Monsieur Ben Alima, est-ce que vous avez remarqué une récurrence de cyberattaques spécifiques qu'on peut retrouver sur le continent du côté des entreprises africaines ? Non, pas spécialement, parce que les cyberattaques, elles sont, la spécificité des cyberattaques, c'est qu'elles ne dépendent pas de zones géographiques. On peut trouver les hackers un petit peu partout dans le monde et qui essaient de trouver des failles un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est l'espace virtuel qui n'a rien à voir avec l'espace physique, d'accord ? Après, c'est toute une question d'enjeu. Qu'est-ce qui les intéresse, ou bien qu'est-ce qui est plus facile à hacker ou à attaquer, d'accord ? Donc, il n'y a pas quelque chose vraiment de très spécifique à l'Afrique, d'accord ? Plutôt qu'il y a des secteurs plus attaqués que d'autres. Par exemple, le secteur bancaire, il est plus ciblé par les hackers que d'autres secteurs. Et c'est normal vu donc l'intérêt qu'il y a par rapport à ce secteur-là. Absolument, et d'autant plus qu'en Afrique, on pense immédiatement au Kenya avec le système M-Pesa. Ils ont été les pionniers de la finance dématérialisée du M-Payment. Merci pour cette première intervention. Partons maintenant à Abidjan rejoindre Monsieur Franquier. Alors, Monsieur Quier, vous êtes un expert de la cybersécurité en Afrique. Vous êtes consultant pour le cabinet CyberOps. Vous êtes aussi le commissaire général du Cyber Africa Forum qui vient de tenir sa seconde édition à Abidjan. C'est le grand rendez-vous de la cybersécurité en Afrique. En substance, Monsieur Quier, quelles ont été les principales conclusions, les discussions autour de ce dernier événement dont le thème était cette année souveraineté numérique et protection des données comme levier de croissance du continent africain? Bonjour Marie-France et merci pour l'invitation. Effectivement, cette deuxième édition qui vient de se tenir et de se terminer a eu pour principale recommandation, je pense qu'on était encore un peu sur les mêmes envies et les mêmes constats que l'année dernière. C'est un réel besoin, une réelle envie des différentes parties prenantes. Je parle du secteur public, je parle du secteur privé. Notre événement ne s'adressait pas non plus directement à la société civile, mais aussi à la société civile d'avoir une réelle envie, un réel besoin de connaître et d'être mieux informés sur les risques cybersécurité auxquels chacune des parties prenantes fait face. C'est la raison pour laquelle, lors de mon discours d'ouverture, j'ai annoncé cette initiative qui s'appelle l'appel d'Abidjan, qui en fait consiste à recueillir de ces deux journées d'échange, trois propositions fortes, une pour le secteur public, une pour le secteur privé et une pour la société civile, qui serviront de boussole pour la prochaine édition du Cyber Africa Forum. Donc, nous sommes actuellement en cours de traitement des différents échanges qui ont eu lieu, et suite à ça, donc, nous sortirons un papier ou une tribune probablement qui va reprendre les éléments clés de ces deux journées d'échange lors du Cyber Africa Forum. En quelques mots peut-être, est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'appel d'Abidjan? Qu'est-ce qu'il va recouvrir sur ces trois points en particulier que vous évoquiez? Alors, pour le moment, malheureusement, je pense que c'est encore un peu tôt, un peu prématuré pour m'avancer sur les conclusions de cet appel d'Abidjan. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est vraiment cette initiative de vouloir recueillir des propositions fortes qui serviront de boussole. Parce que, si vous voulez, le constat qu'on a fait, c'est de dire que lors des événements qu'on fait en général, malheureusement, on a l'opportunité d'avoir des speakers, des panélistes de très haut niveau. Monsieur Ben Alima et Monsieur Zaki en faisaient partie
également cette année. Mais lors de ces panels, lors de ces échanges, il y a des solutions, il y a des propositions, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites. Les replays sont également là, mais on n'arrive pas, je trouve malheureusement, à pouvoir s'accrocher à cette parole ou à cette proposition et à s'en servir un peu comme boussole pour la suite. Donc, notre objectif, justement, c'était de les recueillir, de les synthétiser et de les prioriser un peu d'une certaine façon pour les utiliser comme boussole afin de pouvoir mesurer l'impact concret de ces propositions sur l'année qui va s'écouler. Et donc, l'année prochaine, au prochain Cyber Africa Forum, se dire, voilà, l'année dernière, voici ce qui a été dit principalement par les différents acteurs et par les différentes parties prenantes. Qu'est-ce qui a été fait finalement? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et comment, à partir de ça, on se dit qu'on peut faire encore mieux pour la suite? Très bien, merci beaucoup. Donc c'est comme une feuille de route, on va être très attentif à cet appel d'Abidjan pour voir concrètement ce qu'il en est ressorti et appréhender le chemin parcouru jusqu'à la prochaine édition. Merci Monsieur Kay. Alors je vais me tourner maintenant vers Monsieur Zaki. Bonjour Monsieur Zaki, vous représentez l'entreprise Kamenki Africa. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le cœur de votre métier, le cœur de votre structure? Dans quelle mesure Kamenki accompagne aujourd'hui les entreprises africaines à faire face aux cybermenaces? Bonjour Marie-France, bonjour à tous. Je te remercie pour l'invitation. Kamenki Africa Group, c'est une entreprise spécialisée dans les technologies de sécurité et dans l'intégration de solutions et de services informatiques. Elle est née il y a environ 4 ans, elle est assez jeune, hein. Elle vient de la fusion de 2 startups, donc une spécialisée en sécurité électronique et une autre en cybersécurité et aussi en infrastructure IT, donc intégration et tout ce qui va avec. Et donc, globalement, nous couvrons pas mal de pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, qui abrite notre siège, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée-Conakry. Comme solution que nous offrons sur le marché, nous accompagnons vraiment les services publics et privés, vraiment dans l'établissement d'une stratégie de cybersécurité qui est vraiment alignée à leurs besoins d'affaires. Donc, on va accompagner ces entreprises-là au travers de vraiment d'évaluations de leur posture de sécurité pour ensuite leur faire des recommandations, établir des roadmaps. On va les aider dans la mise sur pied de ces recommandations-là, évidemment à travers des architectures de sécurité, dans l'intégration de solutions de sécurité. Donc, voilà en gros ce que nous proposons. Voilà. Et avec une équipe d'experts, vraiment. Donc, on a pas mal d'experts en sécurité dans notre domaine. D'accord. Alors, il y a quelques mois, le ministre de l'économie numérique de Côte d'Ivoire déclarait que la Côte d'Ivoire avait perdu l'équivalent de 30 millions d'euros dans les cyberattaques sur les 10 dernières années. C'est énorme. Les entreprises du côté de Abidjan et de la Côte d'Ivoire plus généralement ont fort affaire avec ces cyberattaques, notamment en ce qui concerne les attaques de ransomware, le phishing. Est-ce que ça correspond un petit peu aux principales demandes qui arrivent au sein de Kamenki pour faire face aux cyberattaques, Monsieur Zaki? Vous savez, les évolutions technologiques vraiment constantes, la digitalisation accélérée, l'ouverture sur le cloud, la vulgarisation du net, les grandes crises mondiales, hein, donc notamment la pandémie à Covid qui a favorisé le télétravail. Il y a les cyberguerres et la crypto-monnaie, pour ne citer que ces éléments-là, sont vraiment des facteurs qui favorisent et qui ont favorisé la recrudescence des cyberattaques. Et donc, de facto, les surfaces d'attaque sont plus larges. Certains États même vont financer des groupes de hackers. Vraiment, tous ces éléments-là demandent vraiment une réorganisation, un changement de paradigme de nos dirigeants
et aussi de nos chefs d'entreprise. Mais malheureusement, on n'est vraiment pas prêt à ces grands changements-là. Donc, c'est là vraiment que Kamenki intervient pour accompagner ces entreprises-là. Et parce que la menace est vraiment réelle. Et vous voyez, selon un rapport récent d'Interpol, les grandes cybermenaces ici en Afrique, à commencer par, il y a l'escroquerie en ligne qui est vraiment prééminente et la plus pressante là, qui consiste vraiment à des techniques d'hameçonnage et de vol de cartes de crédit et tout ce qui s'ensuit, usurpation d'identité. Donc ensuite, il y a l'extorsion en ligne et la sextorsion, l'escroquerie aux faux ordres de virement, les botnets et aussi les ransomware qui sont devenus vraiment très, très, très communs. Donc vraiment, tout ceci vraiment concourt à vraiment donner une place de choix à notre domaine qu'est la cybersécurité. Donc vraiment, Kamenki Africa Group se met aux côtés des entreprises, comme je l'ai dit tantôt, pour les accompagner dans leur démarche. Vraiment, au niveau stratégique, définition des grandes lignes et puis vraiment mettre en application ces stratégies-là. Merci pour cette première intervention. Retournons au Congo. Monsieur Ndumba, l'Afrique, on le sait, manque cruellement d'infrastructures au niveau global. La Banque africaine de développement estime qu'il y aurait un gap de financement annuel compris entre 130 et 170 milliards de dollars. Évidemment, ça inclut les infrastructures numériques. Aujourd'hui, de quelle façon le Congo essaye-t-il de parer à ce gap et cet écueil en termes d'infrastructures numériques ? Quels sont les grands projets engagés et existe-t-il des projets qui pourraient faire l'objet d'une mutualisation au niveau régional, M. Ndumba? Je suis toujours un peu allergique lorsqu'on dit l'Afrique n'a pas des infrastructures. Les infrastructures sont là. Il faut peut-être dire que nous n'arrivons pas à vulgariser nos infrastructures, à les faire connaître véritablement à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour tout le monde. La plupart des pays africains ont des data centers. La plupart des pays africains sont connectés au réseau fibre optique à haut débit. La plupart des pays africains ont des backbones nationaux. Donc ça, c'est plus un secret, c'est connu de tout le monde. Mais non, il faut qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde que les infrastructures sont là. Peut-être que nous ne l'utilisons pas de la bonne manière. Ça, c'est la question qu'il faut, se poser. Nous, au niveau national, ici à Brazzaville, nous avons des infrastructures. Nous sommes interconnectés avec tous les pays de la sous-région. Nous sommes interconnectés avec le Cameroun. Bon, on est en train de se connecter avec le Cameroun d'ici le 23 de ce mois, mais avec le Gabon, la RDC et l'Angola, les infrastructures sont déjà là. Nous avons un financement avec la Banque africaine de développement pour la construction du data center national. Et là, nous sommes en train de travailler avec le D42 pour voir comment ils peuvent nous financer le deuxième data center qui va servir de backup. Mais en réalité, ce data center, c'est une infrastructure numérique qui est annexée au Centre africain de recherche en intelligence artificielle qui a été installé ici à Brazzaville. Donc, vous voyez que les incubateurs sont là. Nous avons également le point d'achat, le point d'échange Internet ici, qui fait que tout le trafic national n'est pas obligé de sortir, mais tout est routé ici au niveau national. Donc, toutes ces infrastructures, c'est des conditions nécessaires, évidemment, pour nous, pour le développement de l'économie numérique. Alors, parlons en termes de mutualisation des infrastructures. C'est une très bonne question parce qu'au niveau national, vous convenez avec moi que je crois que la problématique du Congo, c'est ce qui se passe dans tous les autres pays, où nous voyons aujourd'hui chaque structure publique ou chaque structure privée en train de développer son propre data center à côté. Et aujourd'hui, nous avons un financement, nous, avec la Banque mondiale de 100 millions de dollars, pour lequel nous allons essayer de mutualiser toutes ces infrastructures en mettant au milieu une plateforme d'interopérabilité des systèmes d'information. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nos infrastructures vont se parler avec les infrastructures du secteur public, du secteur privé et vice-versa. Donc, il y aura interopérabilité en termes d'infrastructure, il y aura interopérabilité également en termes de services. Donc voilà un peu de façon générale tout un enjeu, un ensemble des projets
d'infrastructures qui sont ici en route, en train d'être mises en œuvre au niveau national. C'est pareil aussi pour des réseaux, comment on appelle, les infrastructures, des réseaux à fibre optique transfrontaliers, par exemple, avec le Gabon, avec la RCA et tout. Nous allons regarder au moment opportun comment faire en sorte que nous mutualisons aussi nos infrastructures. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en termes de mutualisation et de développement des infrastructures au niveau local. J'aimerais rester avec vous et revenir aussi sur la question des ressources humaines. Selon l'association ASI, il y aurait une véritable pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans la cybersécurité. Le continent ne compterait environ que 10 000 experts en cybersécurité à ce jour. Or, les besoins sont énormes. Cette association prétend que le nombre de ressources humaines qualifiées à recruter d'ici la fin de l'année 2022 pourrait atteindre 1,8 million de personnes, ce qui est énorme, au niveau mondial, bien sûr. De quelle façon est-ce que le gouvernement accompagne-t-il la montée en compétences de ces experts en cybersécurité aujourd'hui au Congo ? Oui, c'est vrai que le problème de renforcement, le problème de compétences en cybersécurité, c'est un problème qui est continental même, je vais dire, parce que il faut dire que la problématique de la cybersécurité dans les pays africains, ils ont commencé à le prendre un peu au sérieux, je vais dire il y a 5 ans de cela. Voyez, alors que la cybersécurité existe dans d'autres pays depuis des années. Et combien moi-même, quand j'étais rentré au Congo, quand je parlais de cybersécurité, j'avais constaté qu'on ne parlait pas le même langage avec les experts locaux. Parce qu'il y avait cette question, nous, on voyait déjà, parce qu'il y avait des systèmes d'information, donc je vulgarisais déjà énormément en matière de cybersécurité. Pour revenir sur la question des compétences, évidemment, nous, dans notre stratégie nationale de développement de l'économie numérique et même dans la stratégie que nous sommes en train d'élaborer de cybersécurité, il y a un pilier très important concernant le renforcement des capacités et la formation des jeunes, surtout les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver aujourd'hui comme l'intelligence artificielle et tout le reste. Il faut annexer à cela les métiers liés à la sécurité. Donc, nous sommes en train de mettre, il y a un pilier uniquement réservé sur la partie renforcement des capacités et formation des jeunes aux métiers des technologies émergentes. Je vous ai parlé tout à l'heure du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus que de la cybersécurité, mais il y a d'autres technologies qui sont en train d'émerger, et ce sont ces technologies-là qui sont en train d'emmener les risques cybernétiques. Vous voyez ? Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau du Centre africain de recherche en intelligence artificielle qui a été installé ici au Congo-Brazzaville, c'est un centre africain, c'est pas un centre congolais. Nous voulons inviter tous les pays africains, les experts africains, à intégrer ce centre dans lequel nous avons mis un module très important, la partie recherche et développement en cybersécurité. Ça permettra évidemment, c'est des formations certifiantes, mais aussi des formations aussi qui sont en programme LMD, licence, master, doctorat. Ceci pour pouvoir augmenter le nombre de, comment je vais dire ça, le nombre de personnes ayant des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de formation en matière de cybersécurité. Donc, voilà ce que je pouvais dire concernant le renforcement de capacité. Merci, madame. Monsieur Benalima, j'aimerais vous faire réagir sur la question. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la formation et précisément le groupe Huawei a développé un certain nombre d'initiatives pour accompagner le renforcement des compétences un peu partout dans le monde. De quelle façon cela se traduit-il sur le continent africain en matière de cybersécurité aujourd'hui ? Justement, donc, étant conscient de l'enjeu de ce genre de sujet, mais pas que ça. Je rejoins M. Ndumba qu'il y a des technologies nouvelles qui sont utilisées dans le secteur de la cybersécurité, comme l'intelligence artificielle, la connaissance des big data, du cloud, etc. Donc tout ça, c'est important d'avoir le capital humain qui peut gérer ces sujets-là de façon souveraine. C'est un sujet qu'on ne peut pas sous-traiter ailleurs. Il faut qu'on ait les compétences nécessaires localement pour gérer ça. Et c'est dans ce sens-là que Huawei a lancé plusieurs programmes éducatifs qui se font sous la tutelle des ministères de l'éducation supérieure et du ministère d'éthique de chaque pays. On essaie de faire des coopérations avec des universités et introduire ces modules-là, ces modules portant sur des technologies nouvelles, comme j'ai mentionné, mais pas que ça. Ça inclut aussi la 5G, le switching, le cloud, la sécurité, etc. D'accord ? Donc, à travers ces programmes, par exemple, je citerai le programme ICT for All ou ICT Academy,
d'accord, qui vise à former les étudiants à ces nouvelles technologies-là et aussi leur permettre la possibilité d'être certifiés, d'accord, parce que la certification étant payante en temps normal, mais on offre ça donc à ces étudiants-là de façon par notre propre initiative pour leur permettre d'avoir ça et ce qui leur permettra d'attaquer directement le monde du travail avec ces certifications-là. On est vraiment très ambitieux parce que dans chaque pays où on a lancé ça, on espère avoir sur un plan de 5 ans, ça dépend des capacités du pays, mais on espère avoir entre 5 et 10 000 étudiants formés dans chaque pays sur ces technologies-là, d'accord ? Et après, on passera à l'étape d'après, comme ce qu'on a fait en Égypte, parce que le programme il est déjà mature. En Égypte, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé un cran dessus, c'est de mettre en relation les personnes formées avec le monde de l'emploi. Et c'est dans ce sens-là qu'on a initié un programme qui s'appelle ITB, qui s'appelle ICT Talent Bank, qui permet de mettre en relation les personnes formées et certifiées avec nos partenaires, nos clients et avec l'écosystème pour un speed dating dans notre monde, dans le monde de l'éthique, d'accord ? Et donc, c'est quelque chose, c'est notre vision des choses pour dynamiser un petit peu l'écosystème, pour avoir les ressources humaines capables de gérer ça localement et partager aussi notre savoir-faire et nos connaissances avec l'écosystème dans lequel on évolue. Donc, ça, c'est un petit peu un petit aperçu par rapport à ce qu'on fait sur l'aspect formation, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la pierre angulaire de ce sujet. Il faut avoir les compétences locales, c'est important pour la souveraineté numérique. Je profiterai de l'occasion, Marie-France, si vous permettez, de revenir par rapport à certains événements comme la CAF, comme le Cyber Africa Forum, qui est un événement très important parce qu'à travers ce genre de forum, ça permet aussi d'avoir un échange, de rencontrer, que l'écosystème se développe, parce que, encore une fois, la cybersécurité n'est pas une affaire juste d'une seule partie ou d'un pays. Il faut avoir une vision de bout en bout. Et vraiment, je salue énormément l'initiative de la CAF. Je suis vraiment très content d'y avoir participé et je remercie Franck Quillet pour les efforts fournis dans ce sens-là. Et c'est vraiment une très belle initiative régionale parce qu'il n'y avait rien avant. Et ce sujet, il est très important pour le développement du digital en Afrique. Et justement, à travers ce genre d'initiative, on peut mieux dynamiser et échanger avec l'écosystème. Voilà. Est-ce à dire, M. Ben Alima, que depuis quelques années, la prise de conscience sur les risques de cyberattaque est allée grandissant sur le continent ? Qu'est-ce qui a provoqué ça, selon vous ? Alors, en fait, il y avait une sorte de silence. C'est comme si on avait mal et on était silencieux, d'accord ? C'est ce silence-là qui commence à se dissiper petit à petit pour deux choses. La première chose, c'est l'évolution même du digital dans notre vie quotidienne et professionnelle. Du coup, l'impact de ce sujet il devient de plus en plus grandissant, d'accord ? Et aussi, il y a une certaine forme de maturité. Il y a beaucoup plus d'intérêt porté par l'écosystème par rapport à ce sujet et surtout au niveau des gouvernements, parce que je peux vous dire qu'en discutant avec tous les gouvernements dans les pays dans lesquels on travaille, il y a une prise de conscience au plus haut niveau, d'accord, par rapport à ce sujet. Après, la prise de conscience, il faut la traduire en termes de plan d'action et de priorisation qui diffèrent d'un pays à un autre. Mais la sensibilisation et le degré d'importance, il est vraiment assez élevé dans les pays de la région au plus haut niveau de l'État. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Franck Quillet, alors effectivement, le CAF, le Cyber Africa Forum, a fait beaucoup parler de lui. C'est effectivement un événement qui s'est imposé dans le monde de la cybersécurité sur le continent africain. Récemment, le cabinet Deloitte réalisait une étude auprès de 210 entreprises dans 11 pays d'Afrique et elle révélait un certain nombre d'enseignements intéressants et notamment il n'y a qu'un tiers des entreprises
entreprises en Afrique qui utilisent des solutions de sécurisation avancées, alors que le nombre de cyberattaques va grandissant. De quelle façon l'expliquez-vous et quel est l'effet produit et attendu d'un rendez-vous comme le CAF, justement, pour sensibiliser encore davantage les entreprises africaines face au risque de cyberattaque aujourd'hui? Bon, merci beaucoup déjà, Monsieur Benalima, que ce soit pour sa participation, mais aussi pour l'accompagnement et les soutiens du groupe Huawei dont nous bénéficions depuis la première heure, parce que c'est justement avec l'implication d'acteurs de premier plan comme son entreprise que nous arrivons justement à fédérer autour de nous d'autres acteurs du domaine et à les sensibiliser sur l'importance de cette problématique. Je pense que comme il a également précisé, au-delà du tiers des entreprises qui utilisent déjà des solutions, les autres, en fait, sont dans des positions de silence, en fait, où on ne veut pas parler, où on ne parle pas forcément, et où, comme il n'y a pas forcément une réglementation qui est très contraignante sur le sujet, on estime que même quand on est victime, par exemple, de cyberattaques, on n'a pas besoin d'en parler, où on ne cherche même pas, en fait, à en parler à cause du risque réputationnel, du risque juridique ou du risque financier que cela peut avoir pour notre entreprise. Cette étude, justement, du cabinet Deloitte, qui est présentée chaque année en exclusivité au Cyber Africa Forum, permet aussi donc aux participants du secteur privé et même du secteur public qui sont là aussi de pouvoir voir qu'il est nécessaire, il est important et il est crucial justement d'aller vers plus de cybersécurité. Donc, elle a un effet de sensibilisation. C'est pour ça également que pour cette édition, nous avons rajouté un espace d'exposition pour que non seulement quand on parle des différentes solutions qu'on peut avoir, on puisse également les voir, on puisse aller au contact des différentes personnes qui les proposent. Notre partenaire Huawei avait cette année justement un très bel espace d'exposition où les différents participants pouvaient venir et pouvaient voir, pouvaient échanger et poser des questions concrètes directement aux experts qui sont là. Et donc, dans la même dynamique que l'appel d'Abidjan, ce qu'il faudrait essayer de voir et de constater, c'est que l'année prochaine, au prochain Cyber Africa Forum, quand Deloitte fera son étude, ce serait de voir est-ce que il y a eu effectivement une augmentation dans le nombre d'entreprises qui maintenant utilisent des solutions de sécurité informatique parce que justement, elles auront été sensibilisées et qu'elles auront participé à l'événement ou à d'autres initiatives d'ailleurs qui existent et qui leur ont fait prendre conscience du danger auquel elles sont sujettes et du besoin qu'il y a de renforcer sa cybersécurité. Très bien. Monsieur Zaki, j'aimerais revenir vers vous et vous faire réagir au problème des compétences et des ressources humaines en tant que vous êtes dans un secteur où il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Comment fait-on aujourd'hui dans une entreprise comme la vôtre pour attirer les talents, pour les garder face à la concurrence accrue, tous azimuts, aux quatre coins du monde? Et quels seraient, selon vous, les voies et moyens pour, le plus rapidement possible, faire monter en compétences des ressources humaines qualifiées en matière de cybersécurité en Afrique? Je vous remercie pour la question. J'avoue que le constat, il est réel hein, et triste en même temps, mais cela peut s'expliquer par plusieurs points. Déjà, il y a le manque d'information et de sensibilisation qu'ont relevé les différents participants ici présents, donc M. Ké et M. Abdallah. Avant, la majorité des personnes avaient tendance à assimiler les experts en cybersécurité à des ghosts ou des hackers seulement derrière leurs écrans à taper les commandes. Donc, il y a le mythe derrière, il y a ça. Il y a la lenteur aussi de nos gouvernements à prioriser ce domaine-là, d'où l'absence de stratégie nationale, l'absence de budget conséquent, et puis il n'y avait pas vraiment d'intégration effective de la cybersécurité dans le cursus scolaire et universitaire.
Ça, c'est un fait. Et il y en a toujours pas. Il y a le fait aussi qu'en Afrique, on est certes à l'ère du numérique, mais il faut dire on a accusé pas mal de retard dans ce virage-là. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi qui fait que les gens n'y voyaient pas vraiment d'intérêt, donc les gouvernements. Euh, Aussi, le peu de modules de formation qui existent ici en Afrique, c'est du copier-coller sur l'Occident. Donc, très souvent, ça ne répond pas totalement à nos besoins parce qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes risques cyber, si on veut dire. Voilà, donc on n'a pas les mêmes priorités. Donc, mais pour revenir au fait, les actions prises pour combler les différents gaps-là, il y a des actions qui ont été prises, mais elles sont vraiment lentes. Si vous regardez, comme l'a dit le conseiller du Congo, là, si on regarde 5 ans ou 6 ans en arrière, personne ne savait de quoi on parlait quand on parlait de cybersécurité. Mais de nos jours, les choses ont commencé à bouger. Des stratégies nationales de cyber ont vu le jour dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, dans toute la sous-région. Des ordonnances ont été prises au niveau d'Abidjan. Pas plus tard qu'en décembre dernier, il y a une ordonnance qui a été prise pour la création de deux nouvelles agences de sécurité. Voilà, au niveau de la police, ils sont dotés de 2 directions de lutte contre la cybercriminalité et tout. Donc, les lignes sont vraiment en train de bouger. Il y a la création aussi de CIRT ou de CERT qui ont vu le jour. Certaines écoles spécialisées ont vu le jour, notamment au Congo, en Côte d'Ivoire aussi. Donc, on constate vraiment qu'il y a un engouement autour de la chose. Donc, et aussi les différents forums, dont le CAF, qui est organisé par M. Kié ici présent, qui est un des précurseurs d'ailleurs en Afrique. Donc, je tiens à le féliciter parce que tous les autres pays lui ont emboîté le pas. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Et donc, toutes ces actions-là concourt vraiment à mettre de la lumière sur notre secteur et à faire prendre conscience aux différentes personnes. Et donc, nous, au niveau de Kamenki Africa Group, pour combler vraiment le gap en termes de ressources humaines, là, on a vraiment plusieurs experts et plusieurs seniors qui sont aguerris, qui vont sélectionner très souvent des new grads directement aux sorties d'écoles d'ingénieurs. Donc, on va les sélectionner directement et les former au métier. Donc, on va mettre à disposition nos compétences, des plateformes de training. Donc, mais il est clair que le turnover est vraiment important. Mais on essaie tant bien que mal de proposer des packages intéressants donc, pour conserver nos ressources. Bon, et il y a aussi la diversité de nos missions. La diversité et la spécificité de nos missions qui concourent à retenir nos ressources. Donc voilà, c'est ce que je peux dire au niveau de notre entreprise. Mais comme je l'ai dit, au niveau des gouvernements, c'est vrai que c'est long, mais les bases ont été jetées. Donc les choses sont en train de bouger et vraiment, ça a encouragé, je pense. Je vous remercie. Merci pour cette réponse assez complète. Retournons maintenant au Congo avec M. Ndumba. Alors, pour terminer cet échange, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question des data, de la protection des data. Aujourd'hui, de quelle façon le Congo s'organise-t-il? Quel est l'environnement juridique qui permet d'accompagner la protection des data des entreprises congolaises? Bon, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, nous avons une cyberlégislation déjà mise en place. Dans notre cyberlégislation, nous avons toutes les lois, notamment la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et donc, les entreprises aujourd'hui se basent sur cette loi pour établir leur propre stratégie, peut-être leur plan de protection de données. Nous sommes en train d'élaborer actuellement la stratégie d'accès et de partage de données. Donc, c'est dans cette stratégie que nous allons définir toutes les règles, quelles sont les données qui seront publiques et lesquelles ne sont pas publiques, quelles sont les données qui sont open et lesquelles ne sont pas open, et quelles sont les données sensibles, un peu comme ça a été classifié au niveau de l'Union européenne. Donc, la stratégie est en cours d'élaboration
en ce moment. Et à côté de cette stratégie, nous avons la Commission nationale de protection des données à caractère personnel qui va voir le jour en ce moment. Je crois que les textes ont déjà obtenu l'avis de la Cour suprême et ça se trouve actuellement au niveau du Parlement. Donc, voilà ce que je peux dire ici concernant la protection des données. J'aimerais quand même vous faire réagir sur un sujet qui est trop peu abordé, en tout cas trop rarement abordé, c'est sur la question de l'extraterritorialité du droit américain. Face à la puissance des GAFAM, de quelle façon un pays comme le Congo peut-il assurer la souveraineté de ces données ? Bon, mais vous saviez, pour l'instant, à partir du moment où vous avez déjà toutes les infrastructures de base et que vous n'êtes plus dépendant, par exemple, des infrastructures des autres, c'est à ce moment-là que vous pouvez véritablement mettre en place des stratégies où vous pouvez garantir la souveraineté de données. Mais au stade actuel, je ne pense pas que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir parler de la souveraineté de données, mais du moins, nous devons regarder par rapport à notre cyberlégislation comment faire en sorte que les données qui sortent soient classifiées, que ce ne soient pas les données, que toutes les données sortent hors du territoire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Benalima, j'aimerais vous faire réagir également sur la question des data, afin de voir avec vous de quelle façon le groupe Huawei participe finalement sur le continent en matière de hardware à accompagner les pays africains dans le développement de leurs infrastructures afin qu'ils puissent avoir des data centers et leurs propres infrastructures garantissant leur souveraineté numérique. Alors, merci pour la question. Moi, je diviserai la question en deux parties. Donc, l'infrastructure digitale, il y a la connectivité. Je rejoins M. Ndumba pour dire qu'il y a des choses qui sont là. Il faut bâtir dessus. Donc, dans tous les pays africains, il y a de l'infrastructure. Maintenant, ce qu'il faudra penser, c'est comment étendre cette infrastructure pour garantir le service universel pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de disparité dans le monde digital. Deuxième chose, c'est aussi comment améliorer la qualité de service de cette connectivité-là. Parce que certainement, il y a, les services proposés maintenant, ils sont de plus en plus gourmands en termes de bande passante, et il faut que les infrastructures évoluent dans ce sens-là aussi, d'accord, avec toutes les contraintes qu'on trouve sur le terrain, qui ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres régions du monde. Il y a parfois des contraintes reliées à l'énergie, parfois des contraintes reliées par rapport à la réglementation. Parfois, c'est la nature même du terrain qui pose problème. Et notre rôle et notre responsabilité, c'est de pouvoir proposer des solutions adaptées à tous ces scénarios-là, à nos clients et à nos partenaires dans chaque pays, pour pouvoir assurer une connectivité de bonne qualité et partout. D'accord? D'ailleurs, c'est notre slogan, c'est connecter toute personne en tout lieu et à tout moment. Deuxième partie de l'infrastructure, c'est aussi la partie data center et cloud. Il est très important d'avoir une souveraineté numérique par rapport à ça, surtout pour les données sensibles. Il y a des chiffres malheureusement qui ne sont pas très glorieux en ce moment. On dit qu'en Afrique, sur le continent, il y a seulement 1,3% des informations ou des datas qui sont souveraines, ça veut dire qui sont stockées en Afrique. Tout le reste, il est ailleurs. Il est ailleurs, sauf sur le continent africain. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Je ne dis pas qu'on peut avoir une autonomie de 100%, c'est impossible parce qu'on ne va pas remplacer les Amazon ou les autres fournisseurs de services cloud. Même Huawei Cloud, on offre des services qui ne sont pas forcément sur le continent. Mais au moins, pour les données importantes et sensibles, il faut vraiment penser à avoir les infrastructures localement implémentées. C'est dans ce sens-là que nous œuvrons aussi à proposer les solutions adéquates qui pourraient être intéressantes pour nos partenaires, que ce soit en termes de time to market, parce que le temps d'implémentation est très important, en termes de coût et en termes de technicité, et aussi en termes d'impact environnemental, qui est un autre sujet qu'on pourra en parler ultérieurement. Mais on est vraiment disposé à fournir tous ces éléments à nos partenaires, et c'est ce qu'on fait déjà dans plusieurs pays, et ça donne des résultats qui sont très prometteurs pour le moment.
Très bien. Alors oui, vous avez dit un chiffre là qui fait réagir. 1,3% des datas sont souveraines en Afrique. Autant dire que la route est longue. Monsieur Quié, j'aimerais revenir avec vous sur la question des talents parce que au sein avec CyberOps, vous avez participé à accompagner l'ouverture d'un nouvel institut de cybersécurité et de sécurité des infrastructures à Kinshasa il y a quelques mois. Que recouvre exactement ce projet ? Comment a-t-il été rendu possible? Est-ce un modèle duplicable dans d'autres géographies africaines? Oui, naturellement, c'est un programme c'est un projet qui est réplicable et duplicable dans d'autres pays africains. C'était la nature et l'essence même en fait de ce projet, c'est-à-dire d'essayer de le mener à ce qu'on puisse rapidement le répliquer dans d'autres pays pour essayer de combler ce gap de ressources humaines dont vous parliez tout à l'heure. Ce projet, en fait, consiste à faire des formations courtes, mais qualifiantes et certifiantes également, en donnant une formation pratique à des jeunes qu'on sélectionne, donc une vingtaine par promotion. Et ce projet a été porté par notre vice-présidente, donc Nathalie Kenga, qui est aujourd'hui conseillère cybersécurité à la présidence de la République démocratique du Congo. Et donc, il s'agissait donc, comme je disais, de faire des formations certifiantes très courtes, de quelques mois, avec des modules, une dizaine de modules très spécifiques, et ensuite directement aller en milieu professionnel, donc pour mettre en pratique les différents concepts appris et étudiés lors de cette formation pour pouvoir faire rapidement monter en compétence les étudiants de cet institut. Je crois que nous sommes déjà à la 3e ou à la 4e promotion et je pense effectivement que c'est un modèle qui peut très facilement être répliqué parce que dans un premier temps, les cours étaient donnés dans les locaux d'un incubateur, donc il suffit en fait juste d'avoir des espaces. Donc, on peut très facilement se déplacer, être flexible. Il suffit aussi de trouver donc des professeurs. Ça également, c'est quelque chose parfois d'un peu plus compliqué d'arriver à pouvoir trouver des intervenants de qualité. Mais même quand on n'arrive pas à les trouver localement, aujourd'hui, avec les formations qui se font à distance, on peut très facilement arriver à toucher à distance des professeurs et des intervenants de très haute qualité. Et puis ensuite, arriver à sélectionner donc des élèves, des promotions, caler le calendrier scolaire, et le calendrier scolaire et d'études assez rapidement. Donc voilà, c'est un modèle assez agile et hybride qui, je pense, peut faire partie des différentes solutions pour combler ce gap en matière d'experts cybersécurité en Afrique. Merci beaucoup. Monsieur Zaki, en quelques mots, j'aimerais revenir avec vous sur les urgences aujourd'hui que l'on va retrouver en Afrique en matière de cybersécurité. Quelles sont les priorités en 2 mots selon vous? Et sur quoi alerter peut-être les pouvoirs publics pour accompagner davantage de façon efficiente les entreprises contre les cyberattaques en Afrique? Concernant les pouvoirs publics, c'est vrai que les bases ont été jetées, le cadre est là, le cadre légal, réglementaire et institutionnel est présent maintenant, mais il faut un suivi. Il faut un suivi et il faut des sanctions fermes. Et ça passe par là. Je pense qu'un des intervenants tout à l'heure a parlé de l'obligation que devraient avoir les entreprises, par exemple, à divulguer quand elles sont victimes d'attaques. Ça, c'est très important. Et il faut que des sanctions s'en suivent. Aussi, pour faire avancer les choses, il faudrait faire des campagnes vraiment de sensibilisation à grande échelle. Il faudrait faire des campagnes de sensibilisation à grande échelle parce qu'on sait que le maillon faible vraiment de cette lutte-là, c'est vraiment l'humain. Donc, il faut que tout un chacun soit au fait de la chose et vraiment prenne les dispositions. Donc, il faut des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Il faudrait aussi vraiment investir dans la formation.
Donc, comme je l'ai dit tantôt, vraiment créer des cursus scolaires vraiment orientés cyber, vraiment investir dans la formation, investir aussi dans la recherche et développement, favoriser les échanges et les coopérations régionales. Donc, beaucoup d'échanges entre les pays, échanges d'informations et aussi continuer de vulgariser la création des data centers pour vraiment une souveraineté numérique. C'est vrai que quand on parle de souveraineté numérique, on est encore loin du compte et ça me fait sourire parce que en Afrique, on a rarement eu des manufacturiers, on a rarement eu comme on appelle, des solutions de sécurité propriétaire. Donc, parler de souveraineté, on est encore loin du compte. Donc, merci beaucoup, Monsieur Zaki, pour cette réflexion tout à fait pertinente. Alors, nous arrivons déjà au terme de cette émission qui est passée très très vite. Merci à tous de votre participation. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Je rappelle que cet échange est de nouveau disponible sur tous nos réseaux sociaux, sur le site afrique.latribune.fr. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau Connect 54.